14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous allons continuer à évoquer l'après-MeToo avec Sabine Procoris. Vous pouvez, si vous appréciez les propos de Sabine et que vous avez envie de mieux comprendre ses positions, vous pouvez lire ce livre, Le Mirage MeToo, aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre très documenté et qui mérite réellement de faire partie des livres importants actuellement. Samuel est avec nous et on va lui donner la parole dans un instant, mais peut-être d'abord ma devinette. La banque est un endroit où on vous prête de l'argent, mais à quelles conditions? À condition qu'on n'en ait pas besoin. C'est bien connu. Sinon, voilà. C'était un petit plein de clin d'œil en ce moment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui on refuse le prêt. Et voilà. Donc j'avais envie de m'amuser de ça, même si c'est pas spécialement drôle. Samuel, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Samuel. Et vous, ça va mieux? Ça va mieux? Ça va mieux. On essaie de passer à autre chose. Donc vous avez été accusé de viol, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc accusé de viol, agression sexuelle, viol, en 2017. Donc pour la petite histoire, moi je m'étais retrouvé dans une soirée homosexuelle à Paris, au Wanderlust. Donc c'est, on va dire, un bar-restaurant à côté de Bercy. Mm-hmm. Et donc bon voilà, j'ai fait une rencontre avec une jeune femme. On s'est retrouvés peu après avoir bu quelques verres dans les toilettes. On a eu un rapport sexuel consenti, voilà. Et 2 mois plus tard, moi j'étais dans mon appartement parisien avec ma femme. Bon voilà, j'ai trompé ma femme. C'est peut-être le karma, on va l'appeler comme ça. Donc 6h du matin, voilà, perquisition, police, donc menotté au sol, perquisition, etc. Et puis embarqué directement à la 3e DPJ de Paris. Donc l'audition commence. Vous voulez boire un petit café, monsieur Guénico? Voilà. Vous voulez boire un petit café, etc. Et puis et puis après commence l'audition. L'audition commence et là, on apprend que c'est pour une histoire de viol, donc c'est de comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi, au final. Et puis après, déféré, juge d'instruction, on est déféré, et puis on se retrouve en détention. Voilà. Détention, Fleury-Mérogis. Ça paraît fou parce que finalement c'est une accusation d'une femme qui qui n'a même pas remise en question, quoi, si je comprends bien. Tout à fait, avec des grosses coquilles dans le dossier. C'est-à-dire qu'on me voit rentrer. Alors ce qui m'a sauvé dans cette histoire, c'est les vidéos. Parce qu'on me voit rentrer main à main, coude à coude dans les toilettes, d'accord. On me voit donc ressortir des toilettes pour prendre du feu, parce que j'ai fumé une cigarette avec elle dans les toilettes, et on ressort ensemble et on nous voit aller se diriger vers le lavabo, se laver les mains, puis après chacun prend son chemin au final. Mais sans ces vidéos-là, finalement, peut-être qu'aujourd'hui je serai encore en prison. Voilà. Ce qui vous est arrivé n'est pas rare, hélas, aujourd'hui. Non, ça arrive. Évidemment, le slogan MeToo victime, on vous croit, est passé par là. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne accuse de viol pour que, a priori, l'autre soit coupable. Voilà, son procès. C'est souvent dans un sens. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, homme-femme, femme-homme, ça a peut-être pas été la même chose. C'est arrivé aussi à des hommes. Hein, vous voyez, bon, ici, je veux dire homme-homme. Hein, je parle de ça. Mais je veux dire, c'est ça, c'est que voilà, vous êtes dans la situation d'un certain nombre de personnes, et y compris de personnes qui peuvent absolument prouver que la personne était consentante, mais qui sont néanmoins condamnées parce qu'on va leur dire que l'autre personne était sous emprise, par exemple. Vous voyez, donc on est violence, contrainte, menace, voilà. Et maintenant il va y avoir l'emprise et je ne sais pas quoi d'autre. Donc là, c'est un exemple. Malheureusement, ce qui vous est arrivé, vous êtes ressorti quand même au bout de 7 mois. Heureusement qu'il y avait ces vidéos, mais il y a eu, et puis il y a eu déjà dans le passé des fausses accusations ou des 7 mois en détention pour. Attendez, sans oublier, j'imagine, ce que ça a provoqué dans votre couple. Mais bien sûr, ça arrive, mais ça arrive là en ce moment. Les conséquences sont précédentes. Évidemment. Perte d'emploi, perte de salaire. Bien sûr. On perd la vie. C'est-à-dire que quand vous allez en détention, mais naturellement. Aujourd'hui, pour une
histoire qui n'a pas lieu d'être. Enfin, viol. Vous êtes fichu. On parle de viol. Oui, oui. Aujourd'hui, les terroristes, ils ont plus d'estime que parfaitement. les violeurs. Mais Voilà. oui, vous êtes étiqueté violeur de toute façon. Voilà, alors qu'on n'a rien fait. Mais oui. Alors que c'est sans discussion. Hein. Pour moi, une personne qui a fait du mal, qui a tapé... Mais bien sûr. Enfin, vous n'avez rien fait. Si, vous avez fait l'amour avec une femme... Oui, mais vous ne l'avez pas violée. Voilà. Non, mais j'entends bien, mais on ne peut pas dire non plus que vous avez rien fait, si vous voulez, Samuel. Encore une fois, de pénal, de répréhensible. Voilà, là on est d'accord. Mais vous voyez, c'est important quand même de signaler qu'en effet, faire l'amour avec une femme dans une boîte de nuit, donc de manière peut-être un petit peu triviale, ça devient dangereux. Bah, ça devient dangereux. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez, quand je reprenais sur le fait que vous n'avez pas, on peut pas dire que vous n'avez rien fait, parce que vous avez fait quelque chose, mais de manière un peu sexuelle, bestiale, animale. Et ça, aujourd'hui, une femme qui se laisse un peu aller à sa pulsion peut le regretter après et peut aller porter plainte. Ça laisse quand même à penser que nous serions incapables de gérer nos pulsions, nous les femmes. Enfin, c'est un peu embêtant quand même. Hein. Ah oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire que si on va avoir des petits excès qui sont mesurés en même temps... il faut leur faire signer un papier, quoi. Non, mais c'est terrible, Samuel, parce que ça... Il faudrait créer une application, peut-être. Mais oui, mais aux États-Unis, vous savez que c'est déjà le cas. Bon, là, la loi en Espagne parle de consentement, a introduit le consentement explicite. Sinon, il y a présomption de viol. Bon, aux États-Unis, actuellement, ils sont en train de plancher, les juristes, sur qu'est-ce qu'on fait quand un rapport sexuel consenti a lieu et qu'au milieu du rapport, la personne change d'avis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des caméras dans la chambre? Donc ils sont en train de plancher sérieusement là-dessus. Alors là, effectivement, on se dit, mais on va où là? Il reste la branlette, je crois. Oui, il reste ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez quand même la présomption d'innocence, c'est-à-dire que vous avez... visiblement, la présomption d'innocence, Samuel, vous n'y avez pas eu droit. Hein. Voilà, quand j'allais devant le tribunal, en étant sorti, quand je voyais en rentrant au tribunal où c'était marqué tout innocent n'est pas jugé coupable avant d'être jugé, enfin je ne sais plus comment il marque cela, mais moi j'ai pas eu le droit à ça. Absolument. C'était directement. Mais Samuel, je trouve aberrant ce qui vous est arrivé. Et ça me paraît même un peu incroyable. J'ai dû. Mais Sabine Procoris, visiblement, vous entendez ça. C'est un plaisir de vous ramener du coup. Oui, non, mais je vous crois. Non, mais quand je dis ça paraît incroyable, je vous crois, Samuel. Mais est-ce que vous n'avez pas de recours? Enfin, vous n'avez pas. Enfin, il me semble quand même que. Alors moi, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'étais au bout de 7 mois, donc du coup, je suis sorti. Après, j'ai été jugé parce qu'il y a eu un jugement, donc j'ai été relaxé. Donc je suis content, tout est bien, tout est beau. D'ailleurs, je salue mon avocat, Madame Arfi, qui a fait un travail incroyable. Et donc là, je suis relaxé, je suis content, là, je reprends un peu de souffle. Et paf, le procureur fait appel au bout du 8e jour. Il a 10 jours pour faire appel. Donc 8e jour, il fait appel. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau jugement. Et je passe en cours d'appel 1 an et demi plus tard. Je repasse 1 an et demi plus tard, donc pour la même chose au final. Et donc là, je tombe sur 3 juges, des nanas, qui me regardent avec un regard noir. Je me dis, c'est bon, là, c'est plié. Finalement, donc l'audience elle a reporté 2-3 fois, donc ça a encore 6 mois d'attente, vous imaginez. Et la fameuse nana, donc elle n'est pas venue, la soi-disant victime n'est pas venue. Et là, je me suis vraiment fait acquitter, pas quitter, enfin relaxer. Oui. Acquitter, c'est quand c'est vraiment. Alors ça a été requalifié en agression sexuelle, donc c'était plus un viol. Donc j'ai été relaxé. Acquitté, c'est quand c'est vraiment un viol. Voilà. Donc du coup, tout ça, ça a duré plus de 2 ans. Voilà. Ah oui, voilà. Donc moi, par chance, je suis pas quelqu'un qui est très célèbre, très connu. Par chance, donc ça s'est pas su. Mais je prends l'exemple de votre collègue aujourd'hui, le Jean-Jacques, ils l'ont eu aussi, entre guillemets, les féministes, enfin entre guillemets. Vous parlez de Jean-Jacques Bourdin, oui. Mais il a tout perdu. Enfin, ça fait des malheureux, mais au final, ça fait des heureux parce qu'il se retrouve quand même chez vous. Je pense que vous devez être content de l'avoir. Mais l'horreur qu'il a vécue, les Luc Besson qui étaient en train de pleurer chez BFM, les Nicolas Hulot qui se sont fait au final, ils ont dit récemment que du coup c'est sans suite, les Kevin Spacey, etc. Enfin, voilà, c'est pour vous dire que on vit dans un monde dangereux, très dangereux. Voilà. Ce que vous dites, monsieur, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train d'être balayé. Ce sont des principes fondamentaux de l'état de droit, à savoir la présomption d'innocence,
la prescription. La présomption d'innocence, c'est un principe de la procédure pénale, mais pas seulement. C'est aussi l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. C'est aussi dans la Déclaration européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire c'est balayé avec l'idée que c'est au service du patriarcat, si vous voulez. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça demeure un principe de la procédure pénale, seulement il est sans arrêt violé, c'est le cas de le dire. Quant à la prescription, n'en parlons même pas. C'est-à-dire au fond, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire, notamment en ce qui concerne des personnalités publiques, mais ça a des répercussions dans des cas comme le vôtre, à quelque chose qui est un système parajudiciaire ou extrajudiciaire qui infiltre l'institution judiciaire elle-même. Et ça, c'est très inquiétant. Ouais, mais moi j'ai une question à vous poser. Là, on prend le cas d'actualité d'Adrien Quatennens. Là. Oui. Bon, lui, il a carrément avoué avoir giflé sa femme, donc c'est impardonnable et c'est sans discussion aussi. Mais si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que si c'était sa femme qui était députée, et que lui était, bon, je sais pas quel titre on aurait pu le mettre, mais est-ce qu'il y aurait eu les mêmes répercussions pour sa femme? Non. Et franchement, honnêtement, répondez-moi. Non, je ne pense pas. Voilà. Bien sûr que non. D'ailleurs, oui. Final, non. Et puis en plus, je veux dire, bon, c'est pas bien de gifler son compagnon ou sa compagne, mais ça arrive dans une scène de ménage. Hein. C'est devenu un gros mot, la scène de ménage. Et je n'aime pas, je sais pas mon bord politique, je veux dire Manuel Bompard ou Mélenchon, mais pour une fois, ils ont dit quelque chose de juste. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de donner qu'une gifle parte, c'est très regrettable, dans une scène de ménage, et les femmes ne sont pas en reste dans ces situations. Vous savez, ma belle-mère, qui a 91 ans, nous racontait l'autre jour qu'un jour, elle a donné une énorme gifle à son mari. Et je reconnais, ça m'est déjà arrivé. Mais bien sûr, je veux dire, voilà. Je reconnais, je me suis excusée, mais je reconnais que c'est parti. Quand la scène de ménage monte en puissance dans un couple, il peut y avoir des excès et des débordements. C'est regrettable, c'est pas les Thénardier pour autant. Et oui, et on met tout, encore une fois, sur le même plan. Tout ça sur le même plan, donc c'est absurde. Et ça ne permet pas, justement, de lutter véritablement contre les violences conjugales caractérisées. Ouais, c'est ça. Et puis, on prenait, j'ai écouté très rapidement, parce que j'étais en train de faire autre chose juste avant, mais j'écoutais une de vos auditrices juste avant qui disait qu'elle aimerait avoir des gentlemen qui viennent un peu l'aborder, etc. Mais le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des femmes qui veulent la mort, en fait, la mort, entre guillemets, de certains hommes. Enfin, surtout les vrais et purs féministes. Mais aujourd'hui, effectivement, vous avez des hommes qui ont un peu peur, qui ne veulent pas sortir de leur grotte, comme elle disait. Mais à ce moment-là, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir l'argent, et l'argent, voilà. Oui, bien sûr. Mais donc, de toute façon, il y a toute une catégorie de femmes qui veulent, vous avez raison, qui veulent définitivement castrer les hommes. C'est évident. Après, tout ça s'explique certainement avec leur propre histoire, etc. Mais ça n'excuse rien. Ça peut expliquer, mais ça n'excuse rien. Enfin, je veux dire, jusqu'à nouvel ordre, on a besoin sur cette terre d'hommes et de femmes, et il serait mieux qu'on arrive enfin à s'entendre. Enfin, c'est totalement absurde. Bah oui. Écoutez Samuel, merci de ce témoignage qui fera certainement du bien aux hommes qui écoutent et qui va peut-être aussi faire avancer les choses. Enfin, je l'espère, mais je suis pas très optimiste. Merci beaucoup Samuel. En tout cas, si vous aussi en tant qu'homme, vous avez envie de témoigner, on vous donne la parole bien sûr aujourd'hui sur Sud Radio. N'hésitez pas.